Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Nous allons nous demander ensemble quelle est la place qu'il reste pour les autres types de placements ou d'investissements lorsque le livret A voit son taux augmenter à 3%, ce qui nous amènera notamment à regarder un petit peu les stratégies d'épargne et d'investissement dans le contexte d'inflation et de hausse des taux que nous connaissons actuellement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Emmanuelle Peraldi. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'offre au sein du groupe Richelieu, qui est une banque privée. On va évoquer ensemble effectivement les différentes solutions que vous identifiez notamment pour investir ou placer son argent dans le contexte actuel. Mais nous avons aussi le plaisir de recevoir juste avant José Fernandez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'UFF, une banque conseil en gestion de patrimoine. On va commencer avec vous tout de suite, Emmanuelle Peraldi. Quand le livret A atteint un taux de 3%, est-ce que cela veut dire qu'il suffit de mettre son argent sur le livret A pour placer son argent et qu'on oublie le reste des investissements? Alors, je pense qu'il faut placer son argent sur le livret A, alors que, comme nous le savons tous, le livret A est quand même plafonné. Bien sûr, ne l'oublions pas. Oui. Si vous n'avez que 22 950 €, placez tout votre argent sur le livret A. D'accord, donc c'est le premier réflexe à avoir, c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord. Oui. Oui. Aujourd'hui, 3%, capital garanti, je pense que... Liquide, bien sûr, disponible, enfin bon voilà. Donc il n'y a pas de question à se poser, le livret A, le livret, le LDD. Oui, bien sûr, livret de développement durable. Livret de développement durable, 12 000 €. 3% aussi. Et puis, si vous avez des revenus qui ne dépassent pas le plafond, vous pouvez même ajouter le LEP. Livret d'épargne populaire, bien sûr. À 6,1%. Donc, en gros, pour 42 000 € de placement, vous aurez des intérêts de l'ordre de 1 500 € pour l'année. Bon, donc on arrête l'émission ici ou non, il y a d'autres cas de figure? Certains investisseurs ont plus de capitaux et effectivement peuvent trouver des solutions alternatives ou en tout cas complémentaires à ces placements. Donc ça reste le premier réflexe. José Fernandez, vous constatez aussi, ou vous conseillez presque, alors on ne fait pas de conseil d'investissement, mais en tout cas vous constatez aussi que finalement le premier réflexe c'est d'aller vers des livrets réglementés quand ils commencent à rémunérer. Nous c'est ce qu'on conseille, une bonne gestion de patrimoine, c'est d'avoir des liquidités à disposition dans d'épargne précaution, que le taux soit à 0,5 ou à 3, j'ai envie de vous dire, le débat est le même. D'accord. Alors, a fortiori quand il est à 3, effectivement, plus LDD, on peut gagner 1 500 €, on ne va pas s'en priver, mais il faut qu'on ait environ 6 mois de salaire disponible comme épargne de précaution. Mais une fois qu'on a dit ça, et là je rejoins Emmanuel, il y a les investisseurs, ils ont parfois plus de capitaux que 44 000 € par investisseur à mettre. Donc il y a d'autres solutions. Sachant que le livret A quand même à 3%, en taux réel, sans perdre personne, on perd de l'argent quand même. Bien sûr, parce qu'on a une inflation à 6. Ouais. De 6, on est à un taux réel à -3, le calcul est assez simple. Donc voilà, il faut quand même l'avoir en tête. Donc en fait, c'est même pas un sujet de taux. C'est un sujet dans la stratégie de disponibilité. On en parlait tout à l'heure, on ouvre des livrets A pour les enfants parce que c'est un excellent outil d'épargne quand ils sont petits en versement programmé. Voilà, il y a tout à mettre en place autour de ça, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Voilà. Je continue avec vous, José Fernandez, sur une autre question, peut-être un petit peu provocatrice aussi. Quand on voit les performances du CAC 40 depuis le début de l'année, on peut se dire, on oublie les marchés financiers parce qu'on a raté le rallye de janvier, ou quelle stratégie pour le coup Alors, ça peut être une stratégie. J'ai fait mon année en janvier et puis je me mets en monétaire. Encore fallait-il y être. Encore fallait-il y être au 31-12, bien sûr, ou même depuis octobre si on veut tirer un peu plus loin. Non, mais là on pose le débat de la diversification. En fait, c'est toujours la même chose. On parlait du montant de capitaux à placer. Je pense que l'année va pas être aussi simple qu'en janvier, tout le monde est monté et ensuite on se met à l'abri. Il va y avoir de la volatilité et donc l'objectif d'un investisseur, c'est aussi d'être prêt à aller chercher les opportunités là où elles se trouvent. Donc en fait, c'est avant tout un sujet de méthode. C'est pas j'y vais ou j'y vais pas. C'est comment j'y vais. Et effectivement, les à points quel niveau déjà les points d'entrée, il faut les lisser parce que je n'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas quand est-ce qu'il faut intervenir. Donc je fractionne. Ensuite, j'écrète les plus-values parce que quand j'ai fait le mois de janvier que j'ai fait, j'évite de laisser ça glisser. Bien sûr, parce qu'on comprend bien que la correction, elle va arriver à un moment ou à un autre. Il y a quand même des effets de seuil qui vont arriver. Donc le sujet, c'est vraiment la méthode, plus que est-ce que je rentre ou est-ce que je rentre pas. Évidemment qu'il faut toujours avoir un investissement diversifié sur les marchés financiers parce que les opportunités, elles existent. Emmanuelle Peraldi, même question. Alors effectivement, je suis allé sur une des deuxièmes évidences en matière de gestion de patrimoine quand on sort effectivement des livrets réglementés, c'est les marchés boursiers. Quelle place pour les marchés boursiers, pour l'investissement en unité de compte,
ou directement sur les marchés financiers en ce début d'année 2023? Alors, les marchés financiers ont bien sûr toute leur place, mais attention, un livret réglementé, vous êtes sûr de récupérer votre capital à la fin de votre investissement. Les marchés financiers, c'est ce que disait José, c'est aléatoire, c'est volatile, donc nous n'avons plus de garantie en capital, mais un potentiel de hausse qui forcément est plus important que 3%. Aujourd'hui, vous me parliez d'unités de compte. On a quand même des solutions avec les compagnies d'assurance qui n'attiraient plus autant les investisseurs avec des performances de fonds euros qui étaient devenues anémique. Voilà, anémique, ça me paraît bien sûr. Aujourd'hui, on a eu les fonds euros à fin 2022. Alors, c'est pas extraordinaire, on est sur des niveaux de rendement qui vont être de l'ordre de 2,5%, mais c'est surtout que les compagnies vont vous proposer des bonus sur ces fonds euros qui vont vous permettre, à condition que vous alliez chercher un petit peu de risque sur les unités de compte, et donc potentiellement sur des marchés actions, sur des marchés obligataires. Vous allez avoir sur votre partie d'investissement en fonds euros des rendements qui vont être garantis en 2023-2024 de l'ordre de 5 à... on a une compagnie d'assurance qui propose 5,75%. D'accord. Sur le fonds euro? Sur le fonds euro. D'accord. Donc, à condition que vous ayez la moitié de votre investissement en fonds euros, sur la moitié vous touchez 5,75 garantis sur les 2 années, en tout cas la première année un peu plus bas la deuxième année. Et puis sur la partie unité de compte, vous pouvez trouver des solutions pour booster un peu votre rendement, aller sur les marchés actions, aller sur des investissements immobiliers, sur éventuellement même du private equity, mais là vous prenez beaucoup de risques. Donc c'est en quelque sorte le retour du fonds euro, parce qu'on l'a annoncé, la mort du fonds euro l'année dernière plus d'une fois, en disant effectivement il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas avoir de la performance sans risque ou autre. Bon, dans 2023 finalement le fonds euro reste une alternative. En 2023, le fonds euro reste une alternative. José Fernandez, en 2023, le fonds euro reste une alternative. Ça l'a toujours été en fait. Oui. Après, c'est juste la proportion de fonds euros qu'on a envie de mettre en fonction du profil investisseur. Le fonds euro, il a toute sa place, comme les livrets ont toute leur place dans le patrimoine global. Le fonds euro, il a entre guillemets la même place au sein d'un contrat d'assurance vie. C'est une poche de stabilité, de sécurité, de garantie en capital. En fonction de votre âge, vous vous désensibilisez. C'est toujours utile. Alors, évidemment, c'est mieux d'avoir un rendement à 3, 4, 5 que d'avoir un rendement à 1,5. Évidemment, mais encore une fois, il faut le voir sur le long terme. Donc le contrat d'assurance, lui, il permet, comme le disait Emmanuel, d'avoir à la fois une poche un peu solide et de l'autre côté d'aller chercher un peu de risque pour avoir un rendement supérieur, y compris sur des solutions de private equity, par exemple, qui parfois peuvent aller frôler les rendements potentiels à 2 chiffres avec un niveau de risque maximum que l'on prend et avec une part du capital investi qui doit être assez restreinte par rapport au patrimoine global. Donc tout est question de pondération. Et puis encore une fois, je reviens là-dessus, de méthode et de diversification, parce qu'il y a une place pour chaque classe d'actifs, plus ou moins importante en fonction de la période, mais il faut le faire avec méthode. Mais alors justement, parce que là on a évoqué le livret A ou le fonds euro, qui sont des placements connus du grand public. Là, vous nous avez évoqué le private equity, alors que vous classez dans les actifs risqués, voire très risqués pour le coup. Extrêmement risqué. Et D'accord. le risque, c'est à la fois parce que il y a des sujets de valorisation, c'est-à-dire vous pouvez aller chercher encore une fois des sociétés qui vont extrêmement bien marcher et dont la valorisation va exploser. Et puis vous pouvez avoir de la casse, parce que ça reste du private equity. On vient investir sur des sociétés auxquelles on croit, mais en fonction du moment où vous investissez, il peut y avoir des surprises un peu moins belles. Donc il faut juste le savoir et donc bien investir dans la bonne proportion. L'avantage que l'on a à le faire dans l'assurance vie, c'est que le vrai sujet du private equity, c'est la liquidité. Et c'est pour ça que le niveau de risque est élevé. C'est que quand vous prenez un fonds de private equity, c'est pas sur 2-3 ans, vous êtes sur des périodes qui vont à 7 ans, à 10 ans. Et donc il faut que vous ayez le temps. Il faut que ce soit un tunnel. D'accord. Et c'est vrai que l'assurance vie vous permet d'avoir un peu plus de liquidité en cas de décès ou si jamais vous avez besoin de racheter votre contrat. Et donc c'est ce qui fait l'engouement aujourd'hui du private equity dans l'assurance vie, c'est qu'on a à la fois les deux mondes, on a le potentiel et en même temps on a cette recherche de liquidité qui est faite avec l'assureur. Il n'en demeure pas moins que ça reste la partie la plus risquée
de la location d'actifs. Hein. Il y a pas de, Bon, donc Emmanuel Peraldi, j'imagine qu'entre le fonds euro et le private equity, qui est la partie la plus risquée, comme le dit José Fernandez, il doit y avoir d'autres possibilités d'investissement à prendre en compte, effectivement, quand on a déjà investi sur ces livrets réglementés. Oui, tout à fait. Alors, je vous rejoins parfaitement sur le private equity. On peut parler des produits structurés. Bien sûr, oui. Ça, c'est des investissements qui ont toujours eu beaucoup de succès, des produits qui ont toujours eu beaucoup de succès, qui là en ont encore plus aujourd'hui, parce que les experts vont pouvoir trouver des solutions qui vont à la fois vous garantir votre capital ou le protéger partiellement en tout cas, et vous offrir des rendements qui vont être variables en fonction de toutes les combinaisons que l'expert va pouvoir, trouver, vont vous donner du rendement qui va être de l'ordre de 3% l'an sur du capital garanti à 6% sur des combinaisons qui sont quand même relativement sécurisées. Et puis voir sur des niveaux de rendement qui vont être beaucoup plus importants si là on n'a plus aucune barrière, on n'a plus du tout de protection du capital. On rappelle qu'un produit structuré est généralement composé d'une poche obligataire et d'une poche d'options, et que c'est la hausse des taux obligataires qui permet, dans le contexte actuel, d'avoir des produits structurés à capital garanti. C'est pas toujours le cas, mais dans le contexte actuel, c'est le cas. Exactement. Enfin, pas pour tous, mais ça peut l'être. Mais ça peut l'être, oui. Produits structurés, un mot peut-être, José Fernandez, on revient sur les marchés financiers quelque part. Mais je rejoins l'avantage du produit structuré, c'est que, effectivement, comme on peut construire la formule en fonction de l'appétence et du besoin des clients, vous pouvez avoir des produits structurés très, on va dire, mass market dans les contrats d'assurance vie, un peu plus standardisés. Et puis vous pouvez aller sur des solutions pour la banque privée un peu plus techniques, avec des rendements qui peuvent parfois aller chercher les 2 chiffres. D'accord. avec le niveau de risque dont parlait Emmanuel, c'est-à-dire le contrat est clair dès le départ avec un structuré, c'est l'avantage du structuré, c'est une classe d'actifs à part, c'est vraiment une classe d'actifs à part. Effectivement, les rendements obligataires en hausse permettent de protéger davantage le capital, voire de le garantir, et la volatilité des marchés fait que vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle les pay-offs, c'est-à-dire les rendements qui sont assez élevés. D'accord. On a un timing qui est plutôt assez favorable depuis maintenant 6 mois sur les formules qui sont un peu mieux disantes que par le passé. Et ça a sa place de la même manière que les autres briques dans la location globale. Ouais. Bon, je profite de votre réponse pour rappeler qu'effectivement, plus le rendement proposé est élevé, plus le risque mécaniquement est élevé. Ça, c'est une règle qui ne bougera pas, qui reste effectivement, quel que soit le type de placement ou d'investissement. Emmanuel Peraldi, on entend également aussi, où on peut lire, un retour des comptes à terme. Alors, qu'est-ce que c'est que ces comptes à terme pour si je me place d'un point de vue d'un épargnant particulier? Alors le compte à terme, on va être sur une solution sans risque pour le capital. Alors on parle de compte à terme ou dépôt à terme. Vous pouvez entendre ces 2 intitulés. D'accord. Le compte à terme, vous placez une partie de vos capitaux sur un compte pour une durée déterminée à l'avance, qui peut être de 1 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à 5 ans, peut-être. Je me demande si le maximum, c'est pas 10 ans. D'accord. En théorie, Voilà. Donc ça peut être du très court terme comme du long terme, finalement. Exactement. Un taux de rendement vous est accordé dès le départ à la souscription. Et vous savez qu'à l'échéance de votre compte à terme, vous toucherez les intérêts et récupérerez votre capital. Toutefois, on a quand même une situation de blocage des fonds, puisque sur un livret, vous pouvez retirer quand vous voulez. Sur un compte à terme, vous pourrez quand même retirer en cours de période, mais vous perdrez une partie de votre rentabilité. En général, la banque ne vous versera que la moitié des intérêts qui auront été convenus au départ. Donc si vous souscrivez un compte à terme sur 1 an à 3%, si vous sortez au bout de 6 mois, vous ne percevrez que 1,5% sur les capitaux qui auront été investis. Mais sans risque. Mais sans risque, du moment qu'on va jusqu'au bout. Même si on ne va pas à l'échéance. Si vous récupérez en cours de vie, si vous le capital sera récupéré. Votre capital est récupéré. Le capital, vous aurez juste moins d'intérêt. José Fernandez, très rapidement, finalement, le maître mot de ce début d'année, c'est quoi? C'est la diversification?
y a 3 maîtres mots. Hein, d'accord, ouais. sur le long terme. Rapidement. La diversification seule, ça suffit pas. Il faut fractionner les points d'entrée. Il ne faut pas rentrer en une seule fois. Les versements programmés ou autres, d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire ça tous les mois. On peut étaler un peu. Il faut diversifier, ça, c'est certain. Et puis surtout, faut écréter, il faut être actif sur les portefeuilles, parce que quand on a un mois de janvier et une année 2023 qui s'annonce, il faut être actif sur les portefeuilles. Merci beaucoup José Fernandez, directeur général adjoint de l'UFF. Merci également Emmanuelle Peraldi, directrice de l'offre au sein du groupe Richelieu. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.